Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, on aborde un sujet qui peut nous enflammer, qui peut parfois être irritant, déstabilisant. Je parle ici de la colère. Nos tout-petits vont l'exprimer parfois bruyamment, avec éclat. J'ai en tête les fameuses crises de bacon vers 2 ans, 3 ans. Même un peu plus vieux, parfois la manette de la télévision peut voler en l'air ou bien ils peuvent claquer leur porte de chambre. Vivre la colère, apprendre à ressentir de la colère, c'est pas nécessairement facile, puis on a besoin d'accompagnement pour le faire. On sait maintenant que c'est important de ressentir nos émotions, que toutes les émotions sont valables, mais j'en conviens que dans la société actuelle, on peut avoir tendance à catégoriser les émotions comme positives ou négatives et la colère, c'est pas nécessairement bien vu, bien perçu. Mais on le sait à quel point, je le répète, toutes les émotions sont valables. Donc, comment accompagner nos enfants à ressentir ces émotions-là, à pas mettre le couvercle sur la marmite, à les vivre, mais à l'exprimer de façon respectueuse envers soi-même et envers les autres. Et moi, je veux dans cet épisode-là également vous amener à prendre un pas de recul comme parent. Toi, là, comme parent, est-ce que tu as appris à vivre ta colère? Comment tu la gères quand elle monte à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es à l'aise d'avoir des larmes de colère? Des fois, de crier dans l'auto parce que c'est fort à l'intérieur puis qu'on a besoin de laisser sortir ça pour la vivre pleinement. Puis ouf, après, ça redescend. Il faut savoir que toutes les émotions, peu importe celles qu'on vit, elles sont temporaires. Mais quand on est au sommet, là, du pic de colère, c'est pas toujours évident de se rendre compte que c'est temporaire puis qu'on est dans un tunnel et qu'on va en ressortir. Alors, les deux professionnels avec qui je discute aujourd'hui vont nous accompagner là-dedans, vont nous donner des trucs, des astuces, parce que nous sommes des humains. C'est normal qu'il y ait des journées que ce soit plus facile que d'autres. Je discute avec le neuropsychologue Benoît Amarenguer et je vous invite à aller feuilleter son tout dernier livre de l'opposition à la communication. Vous allez voir, ça se lit facilement. Les exemples sont concrets, c'est simple. Je vous invite également à suivre Benoît sur les réseaux sociaux, entre autres sur TikTok. Allez en dessous de la publication de l'épisode, vous allez voir tous les liens. Et je discute également avec la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers. Et si vous ne la suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, allez-y. Je crois que c'est la reine de l'autocompassion ici au Québec. Elle va vous offrir des vidéos, également des pensées, des réflexions pour mettre du doux dans notre vie. Et pour essayer de le faire moi-même, je vous le dis, c'est pas toujours facile. Je réussis pas tout le temps, mais ça fait tellement de bien quand je réussis à mettre un peu de doux dans ma vie, à diminuer, le jugement à l'intérieur de nous, puis juste essayer de vivre 1 minute à la fois. Puis je pense que ça amène aussi le fait d'être de meilleurs accompagnateurs pour nos enfants. Alors, c'est un sujet qu'on va explorer aujourd'hui. Puis en segment coup de cœur, eh bien, je me le réserve pour vous proposer peut-être des trucs, des astuces, des livres qui pourront vous aider à naviguer dans tout ça, parce que c'est pas toujours évident d'être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour à vous deux. Salut! Bonjour Maggie. Contente de vous recevoir aujourd'hui pour un sujet tellement important, mais tellement pas si facile, la colère. Moi, depuis que je fais le balado, là, j'ai appris une nouvelle expression. Je fais beaucoup rire mes amis avec ça. Accueillir l'émotion. Accueillir l'émotion. Puis je me souviens plus combien de fois j'ai demandé aux professionnels, OK, j'accueille l'émotion, je valide son besoin, puis je fais quoi après? Puis là, comme, mais c'est tout. Je suis comme, non, regarde, moi, je suis une rationnelle finie. C'est sûr, c'est pas tout. Genre, il doit y avoir d'autres étapes. Puis comme, non, c'est tout. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis tellement dans ma tête que je suis pas tant connectée à mon sentiment. Ouais. Et j'ose croire que je suis pas la seule comme ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle comme parents, là. Est-ce que la colère de nos enfants, ça vient nous confronter parce qu'on n'est peut-être pas, nous, 100% à l'aise avec notre propre colère? Oh oui, puis j'ai envie de dire l'ensemble de nos émotions. Tu sais, on a comme appris la classification qui me gosse, émotions positives, émotions négatives. Alors qu'il y a des émotions, oui, qui sont agréables, puis d'autres qui sont inconfortables. Mais être en colère parce que Benoît vient de me pousser, c'est tout à fait sain.
c'est normal que je sois en colère, puis ma colère me donne un message, me donne une poussée d'adrénaline qui va me permettre de peut-être régler la situation. Fait que oui, comme parents, hein, on grandit dans les années 80, 90. Ouais. 90, mon Dieu, j'aimerais ça. Oh! Ça me rajeunirait un peu. Mais bon. Ben, on n'a pas appris les émotions, on n'a pas appris à vivre la gamme d'émotions. Et là, on arrive où on doit prendre soin d'humains et on doit accueillir ces émotions alors qu'on n'a pas appris ça puis qu'on a juste appris à se déconnecter. Sauf que quand on se déconnecte de certaines émotions, en fait, on se déconnecte de toutes les émotions. Ouais, puis là, ça s'accumule. Puis nous-mêmes, comme parents, bon, ça peut nous amener, j'imagine, des maux physiques, mais à un moment donné, là, ça va monter, puis ça peut sortir d'une façon qu'on n'aime pas non plus. C'est que la colère, en fait, engendre la colère. On est connecté pour réagir à la colère un petit peu par la défense. En fait, la colère, ce que c'est, là, évolutivement, là, c'est maman ours qui a peur pour bébé ours, là, puis qui se dresse sur ses pattes puis qui fait « rar ». C'est un peu ça qu'on fait quand on est fâché. Hein? On se dresse, on bombe le torse, on monte les dents, on serre les muscles, puis on parle plus fort. C'est notre « rar ». Et quand maman ours fait ça et qu'on est devant, c'est bien de comprendre qu'il est sur le bord de nous agresser. Nos ancêtres qui ont compris ça, ils ont survécu. Ceux qui n'ont pas compris ça sont morts. Donc, ça a son effet, pas son effet, mais sa nécessité, sa raison d'être. Là. Absolument. Alors, comprendre la colère comme une menace a été nécessaire à notre survie. Aujourd'hui, un enfant qui est en colère ou un autre adulte, quelqu'un qui est en colère face à nous, on le voit comme une menace et on y réagit en se mobilisant à la menace. En se mobilisant, et ça génère en nous cette mobilisation-là qui est de la colère de notre côté aussi, là, pour se défendre. La colère, donc, engendre la colère. Et pris dans ce cycle-là, l'un et l'autre s'entretiennent. Exact. Et on arrive à la maison avec tout le monde qui se crie après. Oui, c'est ça qui se crée après. Puis même des fois, dans les chicanes de couple, il part une assiette, il part quelque chose. Dans le temps, des fois, c'est une petite claque aux fesses. Tu sais, je veux dire, la colère peut se manifester de plein de façons. Mais en même temps, là, vous allez dire que je vais genrer mon propos, mais on a justement souvent été élevés à c'est pas si grave que ça, voyons là, tu t'exagères. Mais le fait de refouler, est-ce que ça se peut à un moment donné qu'on devienne mélangé dans nos émotions? Je pense des fois, là, on dirait tellement là que il coule des larmes, mais je suis pas triste, je suis en crise, c'est pas pareil là. Ben tu sais, c'est sûr que le fait de se faire invalider dans son ressenti, c'est-à-dire que ben moi si je me fie à ce que je ressens, je dirais que c'est de la colère, mais là, on me dit que non. On me dit que j'ai pas raison d'être en colère ou que je ne devrais pas être en colère. Et là, de la manière dont on est socialisé, je pense que c'est là que tu t'en allais dans ton genré, socialisé garçon, fille, cis, voilà. Fait que qu'est-ce qui est socialement acceptable? En colère, c'est pas tant acceptable. Une petite fille en colère qui sac, qui est sale, qui joue, non, c'est pas bien vu. Puis le petit garçon qui va pleurer puis qui va non plus, c'est pas bien vu. Là, on est aux deux extrêmes, mais... Ce qui a genré, effectivement, les émotions. On accepte mieux un petit gars qui réagit en se mobilisant et en étant fâché plutôt que s'il se met à pleurer. Puis on accepte moins bien la petite fille qui se fâche, elle, alors qu'on veut la consoler si elle pleure. La colère, ce message-là, quand on dit là, tu te fais pas ça, sois pas en colère, c'est un message de société. Hein. Quand on arrive dans le bureau d'un fonctionnaire là, qui est avec une longue file d'attente, puis c'est marqué puis une belle pancarte qui dit là, aucune manifestation de colère ne sera tolérée ici. Oui, c'est vrai. À l'hôpital, il y a ça beaucoup. À la pharmacie aussi, Ça, c'est cette émotion-là, vous n'y avez pas droit. Dans la société, cette émotion-là. Et même s'il y aurait de bonnes raisons d'être en colère, parfois. Après 16 heures, je confirme, des fois. Voilà. Ou après un travail mal fait sur un de nos dossiers ou quelque chose qui nous concerne. Il pourrait y avoir raison d'être en colère et de la manifester, cette colère-là, dans un registre raisonnable. On devrait y avoir droit. C'est ça. L'affirmation de soi. Exact. Et je pense que c'est ce qu'on devrait pouvoir permettre dans la famille. C'est une manifestation de la colère de façon raisonnable parce que c'est une émotion valide, mais dans un registre acceptable et raisonnable. Oui, ça, j'aime ça. Puis on va y revenir, le registre acceptable, raisonnable. Mais là, si on parle de la genèse de tout ça, qu'est-ce qui, disons, chez nos enfants, peu importe l'âge, puis je pense que les parents, on peut ouvrir nos oreilles, c'est bon pour nous aussi, mais qu'est-ce qui va générer de la colère? Ah, mon Dieu, tellement de choses! Mais on peut dire, tu sais, souvent l'injustice, le rejet. Ben oui. Moi, j'en ai listé 8 déclencheurs. Vas-y. En fait, avec les recherches un peu que j'ai fait et mes lectures, là, j'en ai listé 8 déclencheurs. On va avoir le fait de ne pas pouvoir atteindre un but. Ça, c'est un des déclencheurs principaux. Pourquoi ça nous ramène à l'échec, Jean? Ça nous ramène à l'échec, mais ça mobilise en nous une force, la colère, qui fait franchir les obstacles. Hey, mais ça, c'est beau parce que les études démontrent que nos enfants colériques sont également
vraiment des enfants persévérants. Et voilà, effectivement. Les enfants... Persévérance, c'est collant. Ah. Voilà, alors c'est ça, le fait de se mobiliser face à un obstacle, ben, la colère permet ça, mobiliser une énergie. Là. On se dresse. En fait, ceux qui ont vu là, le documentaire de Michael Jordan, là, The Last Dance, là, on se rend compte qu'il est devenu un des meilleurs joueurs de basket parce que quand quelque chose le fâchait, il se mobilisait pour devenir meilleur. C'est vrai. C'était par la colère, là, ou l'espèce de sentiment de rare qui est devenu de meilleur en meilleur. L'injustice est un générateur de colère. Quand quelque chose est injuste, quand on... Et c'est choquant. C'est fâchant absolument. Le fait de ne pas se sentir entendu et compris. Oh, ouais. Donc, quand on invalide nos enfants en colère, on fait juste les rendre plus en colère. Oui, puis la manifestation, elle prend davantage de place. Et là, il y a la fameuse intervention « Calme-toi » qui n'a jamais fonctionné. Mais je peux peut-être inhiber mon comportement parce que là, j'ai peur. Est-ce que tu as levé... Mais est-ce que ça m'a calmé? Non. Ça m'a pas apaisé. Non, puis même des fois, on va y ajouter une menace. Ben oui. Calme-toi, sinon, ça marche pas plus. Non, on n'est pas en situation, au moment où on est en colère, d'utiliser des arguments rationnels dans notre tête pour se calmer. Ou même avec certains enfants, on va dire, utilise tes moyens. Oui, parlons avec des mots. Ouais, et tout ça, il n'est pas disponible. J'ai pas accès en ce moment. Ouais. On doit attendre un instant là, que l'émotion passe. Ouais, et qu'elle en revienne disponible. Le rejet par les autres est quelque chose qui génère de la colère. Se retrouver mis à part dans un groupe, se retrouver non inclus est quelque chose qui génère de la colère. Sentir une menace, c'est quelque chose qui génère de la colère. On se l'est dit tantôt, comme maman ours qui réagit aux menaces de ses petits bébés ours. Ouais. Et l'échec et l'humiliation également sont des choses qui génèrent l'enfant qui reçoit une mauvaise note à l'école et qui devient fâché de sa mauvaise note, ou l'enfant à qui on reproche des affaires. L'enfant qui est toujours dans le rouge, là, mettons, à l'école, puis qui est tout le temps celui qui n'a pas la récompense. Là. Ça ne stimule pas toujours à revenir dans le vert. Des fois, ça peut juste générer de la colère aussi. Hein? Ben, il avait fait ce tableau d'émulation-là pour des adultes. Puis ce qui ressortait, c'est que les adultes ont dit, mais c'est donc bien humiliant. Ben, c'est sûr. Parce que moi, on me voit que c'est tout le temps moi dans le rouge, puis que c'est tout le temps Benoît qui est dans le vert. Puis... Hey, mais on l'haït, Benoît. On l'haït. Mais c'est ça qui arrive. OK. Absolument. Ouais, puis à chaque fois qu'on a ce message-là avec nos enfants, combien de fois il faut que je te le répète? T'as encore oublié ce matin. Maman est pas contente d'être arrivé telle chose, mais là, si on donne c'est pas dans de l'estime de soi qu'on va jouer chez l'enfant. C'est une espèce d'humiliation que l'enfant reçoit. Ou l'enfant également qui va faire du ski puis qui tombe à répétition en ski puis à un moment donné, il fait « je veux plus en faire de ça ». Là. Puis il se fâche. Là. Ben, il y a une espèce d'échec et d'humiliation. C'est sûr. Mais là, en même temps, nous, on peut stimuler la persévérance. Absolument. Puis tu sais, dans l'exemple que Benoît vient de nommer, il y a l'espèce de « ben regarde, je veux reprendre du contrôle sur la situation. Là, j'ai l'impression que peu importe les efforts que je mets, je ne réussis pas. C'est frustrant. Je me sens humiliée. Je me sens pas bon. Ça m'affecte peut-être au niveau de mon image, de ma perception de moi-même. Donc, je vais reprendre le contrôle puis je vais dire « ben ça ne m'intéresse plus. Moi, j'en fais plus d'efforts. Alors, si j'échoue, je sais, c'est moi qui ai décidé que j'allais échouer en ne faisant plus d'efforts. Mais comme tu le dis, ben oui, qu'on veut l'encourager, cette persévérance-là. Mais elle est mince, la ligne, parfois, entre, garde aussi, prends un moment, dépose-toi, puis on réessayera plus tard que de, on persévère, on en fait une autre descente ou le patin, on s'entend, pas évident, patiner, là. Tombe combien de fois avant de, tu sais, des fois, ça met. Mais on s'est rendu compte avec les gens en général, enfants, adultes, là, que le plus important dans une situation donnée, c'est pas la solution ou la résolution au bout, c'est de se sentir entendu en chemin. Oui, j'aimerais ça que je répète, s'il vous plaît. Ouais, le processus est plus important que la résolution à la fin. On s'en est rendu compte en service à la clientèle. Quand le client pas satisfait arrive au service à la clientèle, fâché, là. Et on s'est rendu compte qu'on est plus efficace si on a de l'empathie avec le client et qu'on reformule ce qu'il nous a dit pour qu'il se sente entendu et compris. C'est ça qui a vraiment une efficacité. Plus que si à la fin, on a une résolution qui juge. Qu'on lui donne un rabais, là, mettons. Avec une attitude un peu push-push ou... Ouais, genre, tiens, ton rabais. Ben ouais. Ton rabais pour du chialeux, puis il revient plus. C'est pas idéal. On s'est rendu compte que ce qui était le plus important, puis ça s'est appelé, il y a la justice décisionnelle, qui est la décision à la fin, puis il y a la justice interactionnelle, qui est l'interaction qu'il y a eu pour se rendre à la fin. Et ce qui est le plus important pour les gens, pour l'apaisement, c'est la justice interactionnelle. Sentir qu'on s'est senti, qu'on a été entendu en chemin. Accompagné, compris. Exact. Puis un mot important que tu nommes, apaisement.
c'est ça qu'on veut ultimement. Ça fait tellement du bien, oui. Oui, on m'a entendu, on m'a compris, on m'a validé, on m'a donné le droit. Fait que tu sais, quand tu poses la rationnelle en toi qui est comme, OK, ben là, accueil, valide l'émotion, puis après, c'est quoi la stratégie, c'est quoi la solution? Moi, je veux une astuce, je veux un truc. Ben, ton accueil est la solution, en fait. Tu sais, c'est ça ton processus d'ouverture. Puis, hey, je suis psychoéducatrice, je suis maman, puis des fois, ça m'arrive de dire à ma fille, ben voyons donc, Anna, comment ça, là? Je suis pas à l'abri de l'expérience humaine et de la colère. J'ai pas genre un parapluie anti-colère dans la vie. Moi aussi, ça m'arrive d'être en crise, tu sais. Mais l'idéal, justement, en étant ne serait-ce que conscience, je pense que c'est déjà un premier pas. Puis, si on est capable d'être bienveillant, chaque intervention bienveillante sera une de plus. Tu sais, je me dis, arrêtons de viser la perfection parce que ça se peut pas. Puis, à un moment donné, il y a d'autres choses qui viennent remplir notre vase de parents aussi, qui nous amènent des fois à avoir le vase pas mal plein puis la mèche pas mal courte. Ben, oui, puis tu sais, rappelons-nous notre ami Winnicott qui parle du good enough parent. Ouais. Soyons un parent suffisamment bon. Tu sais, non, notre enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Notre enfant ne sera pas non plus un adulte parfait. Imagine la pression. Et tabarnouche. On veut que notre enfant apprenne et intériorise le message qu'il est aimable dans tout ce qu'il est avec son imperfection, puis nous aussi comme parents, puis qu'on en fait des erreurs, puis des fois, exactement, je fais des interventions de caca et je vais m'excuser. Mais la prochaine va être meilleure. La prochaine sera meilleure, puis je suis capable de l'admettre à ma fille, mais je suis désolée. C'était vraiment puis il y a une réparation après, on se fait un câlin, puis il y a quelque chose au niveau de la connexion où on vient. Puis après, ça amène aussi à apprendre ça, à s'excuser, l'empathie. Oui, c'est un modèle. Mais là, on parlait de ce qui génère la colère. Mais tantôt, tu l'as bien nommé, on doit quand même, oui, la vivre, mais dans un cadre acceptable. Je veux dire, je donne un exemple. Un 2 à 5 ans, là, qui n'a pas quelque chose qu'il veut ou qui sent une injustice, peu importe, puis qui fait une espèce de crise de bacon, mais tu sais, gestuelle aussi, là, à un moment donné, qui se débat ou quoi que ce soit. Comment on peut accueillir sa colère, mais des fois sans manger un petit coup de poing ou un petit coup de pied par la tête ou sans qu'il puisse blesser les autres autour de lui? Seulement la première étape va être une espèce de première manifestation de colère là, qui est un je suis pas content, je suis fâché. On n'est pas encore dans l'extrême là, à ce moment-là. Donc, idéalement, on agit là. Oui, on désamorce là. Le problème, souvent, c'est que l'enfant n'est pas entendu dans le « je suis pas content ». J'en voulais vraiment un cornet chocolat favori aujourd'hui. L'enfant est dans son « et s'il n'est pas entendu, je l'ai dit, c'est l'interaction, il faut qu'il soit entendu. S'il n'est pas entendu là-dedans, c'est là que ça va escalader. C'est le viens-t'en. Non, on s'est dit qu'on n'en prenait pas aujourd'hui. On n'est pas venu pour ça. On n'a pas le budget. Toutes ces affaires-là. Que nous, on rationalise comme parents, mais lui, il n'est pas là-dedans. Là. Il n'entend pas ça. Là. Alors là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous le redire qu'il en veut de son cornet, ou il veut nous le redire que quelque chose ne fait pas son affaire. Alors, il va le redire et plus fort, et plus fort, et plus fort, jusqu'à un moment donné, en venir qu'à le crier, le hurler, le frapper par terre. Elle est là, la crise du bacon. Si on arrive à désamorcer au moment où il dit « mais moi, là, j'en voulais vraiment deux », et qu'on se synchronise avec notre jeune, c'est ce que je propose, en fait. Là, c'est un peu la synchronie. Ouais, d'aller chercher son émotion et de la vivre avec lui. On se met en équipe. Donc, plutôt que de dire, on n'est pas venu pour ça, on n'a pas le budget, là, on se confronte. Hein? Mais c'est sûr. On va se mettre là, ça avec. monte des deux côtés, je pense. Ouais. Parce que honnêtement, comme parent, quand ça fait 3 fois que tu lui dis qu'on n'est pas venu pour ça, puis tu sais que la crise s'en vient, on n'est pas bien. Là. Ben, on n'est pas bien, puis c'est parce que dans ce contexte-là, on est en public. Puis on sait qu'il y a des gens qui nous regardent. C'est humiliant. Puis là, on a peur du jugement de l'autre. Et on a cette croyance-là que pour jauger la compétence parentale, on regarde le comportement de l'enfant. Oui. Alors que la seule façon qu'on va jauger la compétence parentale, c'est en regardant le comportement du parent. Mais là, on se dit, ben là, moi, ils vont penser qu'il est mal élevé. Puis là, s'il est mal élevé, ben c'est moi qui l'élève. Fait que c'est moi qui n'ai pas bien fait ma job. Fait que là, on commence à paniquer. Fait ça spine. Non, fait qu'on est plus, on a de la misère. Stressé, on se dévalorise. On a dit que la dévalorisation, c'est un générateur de colère. On se sent pas bon comme parent, c'est un générateur de colère. On vit ça comme injuste parce qu'on se dit comment ça se fait que les autres enfants, eux autres, qui écoutent, puis pas le mien, c'est un générateur de colère. C'est sûr. Alors, on se met à synchroniser avec notre jeune, puis on va dire « Hey, c'est vrai que ça aurait été bon, un cornet aujourd'hui, hein? » Ce moment-là, il peut pas s'y opposer à ça. Il va faire « Oui, j'en voulais vraiment un. » On va se synchroniser encore. Comment tu l'aurais pris ton cornet? Comment tu l'aurais voulu ton cornet? Pas de mettre de l'huile sur le feu, ça. Comment tu l'aurais pris ton cornet, mais t'en auras pas? Il me semble que c'est pas parce qu'une émotion suit toujours le même parcours. Au moment où est-ce qu'il a envie de son cornet, l'enfant, là, ou de quoi que ce soit, l'émotion monte vite. Voum, il y a une envie, là, puis il est sur le j'en veux. Le corps n'est pas capable de soutenir une émotion élevée longtemps comme ça. Il faut qu'elle redescende parce que c'est coûteux en énergie mentale et physique. Le cœur bat vite, on est tendu, on est sur le on peut pas être là-dessus longtemps.
Elle redescend à un moment donné et c'est là que la tête va revenir, que la logique va revenir. Et là, on va pouvoir se connecter peut-être plus Exact. facilement. Donc, on accompagne notre jeune dans sa montée d'excitation. Hey, c'est vrai que ça aurait été bon. Wow, hey, ils sont bons les cornets chocolat favoris. Toi, ton préféré, c'est celui avec des guimauves dessus. Hein? Ah oui, je le sais que tu l'aimes bien, celui-là. T'en rappelles-tu la dernière fois qu'on a été en manger un? T'avais beaucoup aimé ça. On est en synchronie avec notre jeune comme ça. À un moment donné, l'émotion qui était « j'en veux » va passer à « ah oui, j'aime ça, les cornets de chocolat favoris. C'est vrai que c'est bon. » Là, il est redescendu un petit peu. Et là, on va pouvoir arriver avec notre mets parce que l'affaire a été entendue en cours de route. A été entendue dans J'en voulais un cornet. Il est entendu, notre mets survient, mais on n'est pas venu pour ça. Mais on n'a pas le temps. On est avant le souper. OK, mais là, il est plus disposé, si on veut, ouvert à entendre. Puis tu sais, c'est important ce que tu nommes quand tu parles d'accompagnement. J'accompagne mon enfant dans son émotion, je le rencontre là. Puis il y a une phrase que j'ai lue récemment qui m'a beaucoup marquée, qui disait que tu sais, l'enfant, ce qui lui fait peur, c'est pas dangereux vivre une émotion, mais ce qui l'effraie ou ce qui, l'envahit, c'est de devoir la vivre seule. Fait que de dire, ben non, tu n'es pas seule dans ton émotion. Je comprends que tu ressens ça. C'est vrai que c'est décevant. T'as raison. C'est vrai que c'est plate. Tu sais, juste ça. Puis après ça, de justement aller là, sur comment tu l'aurais aimé. Puis on peut se rappeler des bons souvenirs aussi. Puis faire émerger des émotions qui sont plus agréables. Ben. Et est-ce que c'est un mythe que souvent la tristesse peut suivre la colère? Que là, il se rappelle que c'était donc ben bon, puis OK, on n'est pas venu pour ça, mais j'aurais quand même aimé ça, ou pas nécessairement? Ça pourrait. Et l'enfant a droit à ses émotions. Au bout, là, quand on va arriver à dire « mais on n'est pas venu pour ça », ça se peut qu'il soit déçu, puis ça se peut qu'il vive une déception. La déception est proche de la tristesse, comme vécu. Ça se peut qu'il soit triste, puis qu'il passe un peu dans du « oh, mais j'aurais aimé ça ». Mais c'est la vie. C'est la vie. Et puis, c'est une émotion qu'on va à ce moment-là consoler, puis qu'on va accueillir. Et puis l'enfant, il a droit à cette émotion-là. Il a droit d'en vouloir un cornet, puis il a droit d'être déçu de ne pas l'avoir. On va le consoler, puis on va passer à autre chose. Puis on aura appris une gestion d'émotion à ce moment-là. Plutôt qu'aller dans la crise de colère, puis dans le bacon. Mais là, c'est ça. Disons, on regarde deux autres facettes. Il y en a qui vont appeler ça plier. Qu'est-ce qu'on fait si j'en veux? OK, c'est bon, on va y aller. Est-ce que là, on vient de valider que c'était bon qu'il se mette en colère? Donc, la prochaine fois qu'il veut quelque chose, watch out, qu'il comprend que s'il se met en colère, il y a plus de chances de l'avoir? Ou c'est pas vrai? On gère toujours une crise ou une situation pour la prochaine fois. Alors, c'est ça. Alors là, plus l'enfant a dû crier fort avant qu'on cède, plus il a appris que c'est ce niveau de crise-là qu'il doit faire pour qu'on cède. Donc, la prochaine fois, il va aller vite à ce niveau de crise-là, sachant que ça donne le cornet ou donne le jouet ou donne la demande, permet d'éviter ce qu'il veut pas faire. OK. C'est ce que on a renforcé ce comportement-là. Et oui, à dire, mais lui, il plie tout le temps à ses enfants. Tu sais, plier, lui, il donne ce qu'il veut pour avoir la paix. On renforce, on se tire un peu dans le pied. La prochaine fois, on se sauve de la situation actuelle, mais les 10 prochaines, on est dans le chenoute. Puis, tu sais, normalisons le fait que ça arrive de plier puis que ça arrive de lâcher la paix parce qu'à ce moment-là, on est épuisé, parce qu'on est brûlé, parce qu'on est un parent monoparental, parce que si, parce que ça, parce que notre coupe est pleine, puis que cette fois-là... On lui a donné son cornet finalement. Oui, on lui a donné. Ou on se rend compte peut-être que c'était une mauvaise décision. Voilà. Il en veut vraiment un, moi, donné. Mais tu sais, dans le sens où le but, c'est pas de tomber dans « je me tombe sur la tomate, puis je tombe dans la culpabilité ». La culpabilité, c'est pas quelque chose qui est constructif. Ça va pas nous amener à une autre façon de faire la prochaine fois. Fait qu'on peut reconnaître « ouais, c'était pas ma meilleure gestion de crise cette fois-là ». On n'est pas toujours à 100%, comme parents, c'est sûr. C'est ça la rumeur qui court. J'ai entendu dire. Fait que, OK, gars, je l'ai échappé, celle-là, ben, coudon, bon, la prochaine fois, je sais que va peut-être falloir que je rame un peu plus fort, je vais être confrontée encore à ça, mais là, je peux-tu me préparer comme parent, puis dire, OK, je le sais, la prochaine fois qu'on va passer devant un chocolat favori, mon enfant va aller tout de suite à cette intensité d'émotion-là, parce que la dernière fois, c'est ça qui a marché, mais là, je me prépare un petit peu peut-être en prévention pour dire, OK, comment je vais gérer ça? Je vais lire le livre comment de je peux l'accompagner? Par exemple. Et je vais mieux l'accompagner, tu sais. Je comprends. Mais là, si jamais on l'a pas entendu, son petit parce qu'on a 2, 3 autres enfants, puis que les autres nous parlaient d'autres choses, puis qu'on l'a pas vraiment vu venir, puis que là, clairement, on n'a pas pu l'accompagner parce qu'on était occupé, et que là, ça monte, puis que là, il est rendu là, en toupie sur le bacon, à faire le bacon sur le trottoir, puis que là, clairement, on est mal à l'aise. Mais là, la colère est plus haute, là. Comme on fait pour l'accompagner sans manger un bon coup de bottine?
Alors là, l'enfant est plus réceptif au rationnel. Hein? Là, il est envahi par l'émotion. Alors, ce qu'on veut, c'est couper les mots. On arrête de parler. Et soit on installe une distance, c'est-à-dire qu'on prend une distance avec l'enfant le temps qu'il se calme, ou soit on le prend dans nos bras s'il est réceptif à ça. Ouais. Puis regarde, tu sais, OK, je le vois là que t'es vraiment fâché, là, viens, on va se coller un petit peu. Viens, on va se coller. On colle l'enfant. Si dit non, on le respecte. Si dit non, on respecte, on n'obstine pas parce qu'on arrête l'argumentation là, à ce moment-là. OK, t'es fâché, hein? OK, je reste à côté de toi. Puis tu sais, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est la connexion. Puis la connexion, elle peut être tant physique, si justement on sent que ça peut être quelque chose qui est apaisant, mais ça peut être non, tu as besoin de ton espace, ta bulle, tu as besoin de décharger ce trop-plein-là. Parfait, je m'assure de ma sécurité en me reculant ou en tassant les autres enfants. Pète ta coche, puis comme tu le disais tantôt, ça va pas durer pendant 8 heures. Physiquement, tu pourrais pas toffer ça. Non. À un moment donné, ça va redescendre dans pas si longtemps que ça. Puis à ce moment-là, peut-être que mon enfant sera réceptif à câlin. Mais effectivement, tu sais, puis je pense que des fois, on a tendance à mettre de l'huile sur le feu, de bon, ben là, nanana, tu sais, puis on en rajoute. Ton argument, mais il écoute pas. Ben non. Là. Puis j'imagine, mettons que ça a lieu à la maison. Là, je pense à un enfant plus vieux, mettons un 9 ans, là, il arrive puis de l'école, puis la colère est haute pour quelque chose qui ne nous regarde pas du tout. Là, il s'est passé quelque chose, il a vécu une situation. Puis là, il lance son sac d'école, il est choqué, ça va pas. Puis là, des fois, on va entendre faire, ben ouais, on calme-toi, là, c'est ce qui se passe, tu sais. On l'accueille avant, là. Plutôt quelque chose comme, oh mon grand, t'es fâché, il se passe quelque chose, hein? Viens me voir. Veux-tu t'asseoir un peu? Aimerais-tu une petite collation, puis on s'en parle tantôt? Oui, le laisser peut-être se déposer avant de poser nos questions de détective. Là. Dépendant de l'enfant. Certains vont vouloir rapidement entrer, puis l'expliquer, puis d'autres vont vouloir un temps d'apaisement. Ouais, puis oui, tu sais, je pense que c'est ça. Après ça, nous, on apprend à connaître nos enfants, puis nos enfants apprennent eux aussi à se connaître, puis à voir de quoi ils ont besoin à ce moment-là. Mais tu sais, il y a l'absence de jugement. Quand tu parles, oh, t'es en colère, c'est pas ton, ben voyons, t'es encore fru comme hier, puis avant-hier, puis c'est pas pareil. Ben non, là. Change de ton, on n'accepte pas ça ici. Oui. Si tu restes de même dans ta chambre. Mais c'est ça, je veux dire, dans ta chambre. Là, le fait, là, parce que quand on voit, en tout cas, j'avoue, là, j'ai plaide coupable. Un enfant qui bourrasse ou qui va lancer un petit jouet, là, tu sais, il nous montre ça. Puis là, t'es comme, là, tu reviens au calme ou sinon, dans ta chambre ou en retrait. Tu sais, le fameux retrait, ça a été en mode longtemps. Mais là, j'imagine, ça, on n'est pas dans l'accompagnement du tout. Hein? Ça, c'est le panneau aucune manifestation de colère ne sera tolérée ici. C'est ça. C'est ça. C'est ce message-là. C'est le message, tu sais, calme-toi, sinon. Mais donc, même s'il y a une manifestation physique, c'est sûr que si on voit qu'il frappe sur quelqu'un, il y a clairement un arrêt d'agir qu'il faut faire. Ça, c'est normal. Mais disons qu'il fait juste la toupie sur lui-même, qu'il n'y a pas vraiment de danger. On reste à côté, quitte à ne rien dire. Déjà, notre présence est une forme d'accompagnement. Puis notre présence, ben ça dépend à quel point on est dans notre présence apaisante ou dans une présence de... Ouais. Tu veux dire qu'on parle? Ouais, c'est excuse parce que moi, il faut que je fasse le sport, tu sais. Ouais, OK, je comprends. Dans quel état d'esprit on est aussi dans notre présence? Wow. Il y a tout ça. Si on arrive à réinterpréter la colère de l'enfant qui est là, non pas comme une agression sur nous, parce que quand on lui dit, là, tu sais, change de ton, on a l'impression qu'il nous agresse. Nous, ouais, c'est ça. Nous, on devient maman ours aussi. Exact. On a l'impression qu'on est agressé. Si on arrive à réinterpréter ça selon le fait qu'il vient de vivre un des 8 déclencheurs de colère, il a peut-être été rejeté à l'école, il a peut-être vécu une injustice. C'est clair. Il a peut-être été... Ouais. Il s'est peut-être senti humilié par quelque chose. Et là, il arrive et c'est ce qu'il vit en ce moment. Si on arrive à réinterpréter en se disant, c'est ça que mon jeune vit en ce moment, c'est quand même moins fâchant, je trouve, de le réfléchir comme ça, comme parent. C'est sûr. Que de réfléchir genre, ça mode contre-attaque. C'est ça, donc je me mets en mode contre-attaque, puis c'est contre moi, puis le vrai. Puis tu sais, dans la vie, tout n'est pas toujours contre nous. Ça, je pense que c'est une bonne leçon à retenir en général. On est souvent en mode défensif. Je veux dire, les gens sont comme, mais voyons, calme-toi. Donc, ce que j'entends aujourd'hui, vraiment, si on n'est pas sûr d'être bien connecté en tant que parent à nos sentis, il existe encore là beaucoup de livres, mais ne pas hésiter à aller chercher nous-mêmes de l'accompagnement, que ce soit dans les livres, dans les groupes, dans diverses formations, parce que j'ai l'impression que plus on va être connecté à notre propre senti comme parent, plus ça va nous aider à accompagner nos enfants et idéalement d'être sensible aux premières étapes, aux premières manifestations de la colère pour tout de suite essayer d'accompagner pour venir apaiser. Idéalement pas que ça monte, mais sinon quand même, honnêtement, ton livre, je dois l'admettre, se lit très bien, facile à comprendre aussi. Tu sais, c'est expliqué dans des mots simples avec de bons exemples. Je vais mettre le lien sous l'épisode. Donc, le nouveau livre de Benoît qui est disponible aux éditions Midi 30, mais dans toutes les bonnes librairies. Absolument. Merci beaucoup. Merci Maggie.
L'une des choses que je retiens de cet entretien avec Benoît et Stéphanie, c'est l'importance comme parents de connecter avec notre enfant pour rétablir une base de communication et nous amener de façon beaucoup plus facile à gérer nos émotions et certainement que cette connexion-là, elle va nous aider dans plusieurs sphères de notre parentalité. Et pour ce faire, eh bien, j'ai envie de vous parler de l'univers du fou. Pourquoi pas ramener du fou dans notre vie? Hein? La vie, là, c'est tellement parfois difficile, carré, rigide, intense, essoufflant. Est-ce qu'on peut juste retomber dans le jeu? Par exemple, s'asseoir dans la salle de jeu avec notre enfant, puis le laisser nous proposer une activité. Des fois, ça va être une couverture sur une chaise, puis là, on va être dans un camp aérospatial et on va parler de plein de choses. Des fois, ça peut être simplement de prendre des figurines dans une maison de poupée, dans une cuisinière, voir qu'est-ce qui lui fait plaisir, de quoi il a envie qu'on jase. Si nos enfants sont plus vieux, de s'asseoir à la table puis de voir est-ce qu'ils vont nous proposer peut-être un jeu de société. On peut commencer à jouer et ça nous amène aussi de belles discussions. Est-ce que ça pourrait être simplement d'aller prendre une marche à l'extérieur, une bouffée d'air, faire voler un cerf-volant si la saison nous le permet? Bref, ne pas se poser de limites, aller dans le fou et viser qu'une seule chose, le plaisir. Est-ce que moi, j'ai du plaisir dans l'activité? C'est sûr que si ça nous tente pas puis vous le faites à reculons, laissez faire. C'est peut-être pas un bon moment. Mais est-ce que c'est possible de dire, regarde, je m'en vais avec mon enfant prendre un moment de plaisir, quel qu'il soit. Puis je pense que juste la lumière dans leurs yeux, là, juste de les faire rire. Tu sais, une bonne joke de pète, des fois, ça fait rire aussi, ça désamorce les choses, puis hop, ça ouvre une brèche de connexion pour y aller avec notre enfant puis avoir du plaisir. Si vous aimez les trucs, les astuces, les outils, je vous invite à aller visiter le site des éditions Midi 30. Les éditions Midi 30, c'est une maison d'édition qui publie entre autres le livre de Benoît à Marenguerre. Stéphanie Deslauriers a publié avec cette maison d'édition-là, Mélanie Bilodeau, Nancy Doyon. Donc, je pense que ça peut être intéressant de vous rendre sur le site parce qu'ils ont une section d'outils gratuits, entre autres le Méli-Mélo des émotions. Allez voir, c'est un PDF à télécharger, vous le voyez à l'écran, c'est gratuit, c'est drôle. Il y a également un guide qui s'appelle « Apprivoiser son lion ». Donc, je pense que c'est une bonne façon, avec des outils gratuits comme ça, d'ouvrir la communication, le dialogue avec l'enfant. Et un petit truc que je vous donne, lorsqu'il y a un livre que vous aimez à la maison, prenez le temps d'aller voir ça a été publié avec quelle maison d'édition. Parce que souvent, cette maison d'édition-là peut vous faire découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices que vous ne connaissez pas et qui ont les mêmes valeurs que vous. Alors, c'est intéressant. Puis, ça peut vous amener à faire de belles découvertes. Sinon, quelque chose qui est très, très puissant aussi, dont on a mentionné dans l'épisode, un bon câlin. Hein, quand on sent là, que l'émotion est à son comble ou que nous, on revient du travail, là, puis qu'on a un peu de colère parce qu'on a vécu une situation profondément injuste, pourquoi pas se faire un beau câlin familial, tout le monde ensemble? Des fois, c'est pas long. Là. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, mais la soupape, hein, ça peut faire baisser la pression de toute la famille. Et en terminant, j'aimerais vous inviter, vous comme parents, à prendre un pas de recul, à vous donner du doux. Ça se peut que vous ne sachiez pas comment gérer ça. Peut-être que dans votre éducation, vous n'avez pas appris à vivre vos émotions parce que c'était pas bien de ressentir des émotions, c'était pas bien de pleurer, c'était pas bien d'en parler. Ça se peut. Et c'est correct. Mais maintenant qu'on en est conscient, est-ce qu'on peut s'aider? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut consulter, par exemple en psychothérapie, si on veut avoir une démarche personnalisée. Mais il existe aussi, entre autres, des balados, des outils gratuits, des livres sur le sujet. J'aimerais vous proposer pour vous, les mamans, vous connaissez peut-être déjà, parce que c'est un balado qui est extrêmement populaire, des filles qui font un travail formidable, Ça va maman. Vous pouvez les suivre, entre autres, sur les réseaux sociaux. Une journaliste, une psychologue qui se sont jumelées pour parler de sujets qui ont attrait à la santé mentale des mamans. Alors, n'hésitez pas. Puis, entre autres, questions de mom rage, hein, cette rage qui peut nous monter parfois à l'intérieur. Donc, ça peut être intéressant de consulter leur contenu. Et pour vous, les papas, je vous oublie pas. Il y en a de plus en plus des outils pour les papas. Et entre autres, Naître et grandir offre un balado qui s'appelle Histoire de pères. Donc, des pères qui jasent de leur réalité, de leur quotidien. Je vais avoir des épisodes aussi avec Maxime Sarrazin, entre autres, où on va parler encore plus de sujets qui vous touchent, les pères, parce que c'est super important. Et
si on a besoin, on n'hésite pas à demander de l'aide. Hein? C'est pas parce qu'on est parent qu'on a nécessairement tous les outils dans notre sac à dos pour accompagner nos enfants, parce qu'on le sait, on est parfait dans notre imperfection. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci à Benoît Amarenguer et Stéphanie Deslauriers pour leur générosité. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Merci à Kaleido, le réé qui en fait toujours plus, d'être le partenaire qui propulse cette série balado. Je m'appelle Maggie Bélanger et c'est un privilège que vous m'offrez à chaque fois que vous écoutez un épisode afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!